et je dis bienvenue à Baptiste et à Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais moi, je les connais. Ben oui, mais moi aussi. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bruno, François, est-ce que vous savez qui sont Baptiste et Pierre? Mais moi, je sais. Ah, il sait tout, lui. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Salut, c'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois en audio dans le podcast Monde Numérique et aussi en vidéo sur YouTube avec 3 vieux routiers de la tech pour décrypter l'actu du mois. Tout d'abord François Sorel, présentateur de l'émission quotidienne Tech & Co sur BFM Business. Sa Majesté qui nous fait l'honneur d'être là. Es-tu là? Oui, bonjour mes braves. Ça te plaît pas comme intro? Ouais, mais bon, écoute, moi qui suis plutôt, qui est très modeste, plutôt discret, etc., ça m'ennuie. Non, mais bien sûr. Mais non, très heureux d'être là avec vous comme à chaque fois, bon, évidemment. Et je suis ravi de te voir. Je suis ravi de te voir, mon canard, parce qu'on se voit pas très souvent en vrai. Hein. On se voit moins souvent qu'avant. C'est vrai. Quand on se voit, c'est soit dans Mon Numérique, soit quand tu viens dans Tech & Co. C'est ça. Ouais. Cela dit, non, après on se fait des bonnes bouffes de temps en temps. C'est vrai. Je peux vous dire que les côtes de bœuf avec Jérôme, il faut que je prévoie toujours un petit peu de rab, parce qu'autrement on n'y arrive pas. Bon, et de l'autre côté de l'Atlantique... T'as vu Bruno comment il fait? Le vieux bougon. Là, c'est quand je passe à autre chose. Bruno Guglielminetti, le grand Manitou de la tech canadienne à Montréal, animateur et créateur du podcast Mon Carnet. Enfin, Ton Carnet, comment vas-tu, Bruno? C'est Ton Carnet. Ouais, c'est mon. Ouais. Il est avec nous. Moi, je suis fan de Bruno. Moi aussi. Voilà. Alors toi, je sais, tu as la chance de travailler avec lui quasiment tout le temps, mais Bruno, c'est un peu... Voilà, c'est Bruno. C'est Bruno. Voilà. C'est rassurant de savoir que je suis moi-même. Je te remercie. Et il me tarde de te voir, Bruno, puisque dans un petit peu plus d'un mois, on sera au CES de Las Vegas. Et voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on enregistre la prochaine, Jérôme, ça sera peut-être avant le CES. Ouais, peut-être, je sais pas, j'ai pas trop fixé. Enfin... mais voilà. Donc, parmi toutes les réjouissances que représente le CES pour moi, le fait de voir Jérôme et Bruno là-bas, ça va être cool. On va faire plein de choses ensemble, et ça, c'est chouette. On a hâte. En attendant, ça va être trop bien. Ce mois-ci, je vous propose qu'on parle quand même de l'événement du mois, peut-être, qui est l'anniversaire de ChatGPT, les 2 ans de ChatGPT, qui a un petit peu changé notre vie. Et puis, on va parler aussi d'un truc assez sympa. C'est une série télé qui est actuellement diffusée sur Arte et qui raconte la Silicon Valley, comme si on y était, et en plus, avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Luc Julia. Donc voilà, et j'aurai même à ce sujet, les amis, une surprise rien que pour vous et pour les auditeurs. Je vous en dis pas plus, et c'est pas du fake parce que vous n'êtes pas au courant de ce que de la surprise, hein? On va voir Luc Julia sans sa chemise hawaïenne. Ça va être sa surprise. Je pense que ça va être ça la surprise. Et ben voilà. Donc François, on en reparle tout à l'heure. Moi, je pense que c'est peut-être la chemise de Julia. La chemise elle-même. Et voilà, okay. Ah oui, oui, 100 personnes à l'intérieur, c'est ça? Ouais. Ah ouais, pas ça, mal. Ça n'a jamais été vu encore, ça. Luc, qui sera d'ailleurs au CES de Las Vegas. Bien sûr. Bon, j'en dis pas plus, mais n'imaginez pas des trucs. Et sachez que moi, si je veux vous surprendre, je vais faire en sorte de vous surprendre en vrai, quoi. Et pas de vous faire des trucs que vous attendez. C'est parti. Et tu sais nous surprendre. Jeudi, c'est parti, car on a donc une petite heure à passer ensemble. Enfin, on est vendredi, mais c'est pas grave. Oui, non, il faut pas dire qu'on est vendredi, c'est diffusé le dimanche, François. Non, parce que tu dis jeudi, c'est parti. Je dis qu'on est vendredi. Ah ouais. Bruno, il va falloir qu'on lui explique le principe du podcast à l'ami Sorel. Tu vois,
C'est un peu le bazar. Vous me direz à qui je dois envoyer l'argent parce que comme spectacle... Là, tu sais que c'était un spectacle qui est rodé depuis très longtemps avec Jérôme. Non, mais moi j'ai l'impression plutôt d'avoir droit au rodage pour, je sais pas moi, l'Olympia ou Bercy. Là, je sais pas. Bon, pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez vu quand même qu'on a fait des frais. Alors Bruno a toujours son magnifique arrière-plan de briques et de broc et de bric-à-brac. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Il y a du spécial Noël, oui, que tu nous montres du doigt, là. Ici, là, c'est quelque chose d'assez formidable. On voit pas très bien. On voit pas très bien. Moi, je vois pas parce que t'es coupé en deux, là. Comment on fait pour le découper? Non, essayez. Pas pour découper Bruno, j'ai pas envie de découper à la tronçonneuse. Mais comment je fais pour le... Alors, attendez, slide. Ah, voilà. Là, je vois plus Jérôme, je vois que Bruno. Là, je suis heureux. Bruno, Jérôme a disparu. Ah oui, mais c'est mignon, ton petit truc derrière. Mais là, je me plains pour les gens qui nous écoutent seulement, qui n'ont pas la vidéo, là. Mais donc, alors, pour expliquer, c'est une petite scénette de Noël. Donc, c'est un salon avec un foyer, le Père Noël, le sapin, et le feu crépille et le sapin tourne en rond, et c'est merveilleux. C'est beau. C'est joli, hein. C'est un peu le marché de Noël, mais version québécoise, quoi. Exactement. Ouais. Et puis moi, je me suis mis dans un décor parisien quand même, avec un joli arrière-plan, Tour Eiffel, studio. On voit que tu as déménagé. Tu vois ça? Voilà. Bon, la vérité, c'est que j'ai changé de webcam. Et elle est vachement bien. Non, mais en plus, je crois qu'on a la même, Bruno. C'est la Logitech MX, c'est ça. Hein, et on passe vraiment dans une catégorie au-dessus quand même. Hein, c'est assez impressionnant. 4K, machin bidule. 4K plus. Ouais. C'est ce qu'on se dit parce que Bruno nous fait l'amitié de venir assez souvent dans Tech & Co et on a une qualité vidéo qui est digne d'un duplex télé, quoi. C'est incroyable. On passe par Skype, pour tout vous dire. Hein. Voilà, on vous raconte un peu les dessous du truc. Skype avec une qualité d'image incroyable. Vraiment, on a l'impression d'être en duplex. Là, tu parles de Tech & Co, de ton émission. Hein, on est d'accord. Je parle de Tech & Co, bien sûr. Oui. Mais François, maintenant, quand je fais des télés ici au Québec, évidemment, c'est le même setup que quand je participe à ton émission. Mais maintenant, j'ai plus besoin de me déplacer. Les gens Ah non? Parce que la qualité est celle qui est là. Mais c'est la caméra, mais c'est aussi la qualité de connexion. Bien sûr. Il faut une très très bonne connexion, bien sûr, évidemment. Je t'ai arrêté non, parce que je l'ai pas. C'est pas gratuit, là, c'est pas un commanditaire, mais ça prend de la bonne part. On est entre nous. Ouais. Non. Bon, François, tu as un vrai ciel bleu authentique parisien, car quelquefois il fait beau à Paris. C'est vrai. Alors, c'est rare. En revanche, il fait froid, mais il fait beau. On en profite. Et on va probablement voir un avion passer à un moment donné. Écoutez, oui, peut-être celui de Jérôme, avant qu'il reparte vers d'autres contrées. Mon jet. Ton jet. Car ce podcast, ce rendez-vous mensuel, c'est à la fois des choses sérieuses, on va parler de ChatGPT dans un instant, mais c'est aussi les à côté, nos à côté, nos coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé de magnifique dans votre vie ces derniers jours, les amis ? François? Écoute, moi alors, je sais que tu voulais pas le dire, mais on enregistre ce podcast le vendredi, et moi j'ai eu hier un invité quand même exceptionnel, et j'étais très très, j'avais le trac de recevoir Jean-Louis Aubert quand même, The Singer, l'un des fondateurs. The Singer, quoi, qui était la tête de proue de téléphone avec Bertignac. Enfin voilà, on ne compte plus les tubes de téléphone, on ne compte plus les tubes de Jean-Louis Aubert. Et en fait, c'est un mec. Et pourquoi? Quel rapport avec la tech? Eh bien, figure-toi que son dernier album qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle Pas fini, cache en fait une piste d'une chanson qu'il a restaurée grâce à l'IA. Et moi, je me suis dit, mais attends, il faut absolument qu'il me raconte cette histoire-là, tu vois. Mais c'est comme les Beatles. Alors, je vais te raconter. C'est quasiment comme les Beatles. C'est pas tout à fait pareil. Et donc, il a accepté notre invitation. Il est venu. Interview de 20 minutes que vous pouvez retrouver en replay sur BFM Business. C'est assez intéressant parce que au-delà je vais te raconter l'histoire de sa chanson cachée, mais au-delà de ça, c'est intéressant de voir comment un artiste aujourd'hui appréhende les nouvelles technologies, le streaming, les réseaux sociaux. Il nous parle d'Elon Musk, de l'intelligence artificielle aussi. Il est conscient que tout est en train de changer avec l'IA. Donc voilà, intéressant d'avoir le point de vue d'un vieux de la vieille du rock, mais voilà, c'est quelqu'un qui va avoir 70 ans. C'est pas péjoratif.
Non, voilà. Mais disons qu'il y a une vraie histoire et qui nous raconte un peu comment il appréhende le futur. Et donc, pour revenir à cette chanson cachée, qui est la dernière piste, en fait, de l'album, qu'on ne retrouve, et ça, c'est dommage, que sur la version CD ou vinyle. Elle n'est pas en streaming. Pourquoi? Ça, je sais pas. Ouais. Et donc, cette piste-là date, en fait, de 2001. Et à l'époque, il avait enregistré un album et il avait fait une démo sur une cassette d'une chanson qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle La Graine, mais qui était inutilisable parce que la cassette, si tu veux, il avait dû poser un magnéto-cassette avec un micro devant un truc et tout, et le son était pas bon. Et là, grâce à l'IA, et il nous explique que c'était très simple. Il a fait ça avec un petit logiciel gratuit, etc. Le logiciel a piraté même. Ça, j'ai pas osé lui demander. J'étais à deux doigts. Ouais. Et après, peut-être qu'il est aidé. Je pense qu'il est aidé, tu vois. Et en fait, ce logiciel a séparé toutes les pistes de sa chanson. Ouais. Et il me disait, c'était impressionnant comme c'était propre. T'avais la batterie, la guitare, la basse, les voix qui étaient mixées sur une piste spécifique. Et avec ça, il a refait un mix en le réarrangeant. Et sa chanson, en fait, qu'il adorait de l'époque, était inutilisable et maintenant éditable, utilisable, et elle est sur son dernier album. C'est pour ça que ça ressemble un peu à l'histoire de Now and Then, cette chanson des Beatles, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ouais, superbe. Elle est très belle. Et qui est à peu près la même chose, sauf que bon, voilà, ça c'était la voix de John Lennon qui était inutilisable sur une cassette qu'il avait enregistrée avec un piano, et le piano était tellement fort qu'ils n'arrivaient pas à isoler simplement la voix par les méthodes traditionnelles, et l'IA réussit à reconstruire la voix de John Lennon pour après l'utiliser sur une réorchestration qui avait été faite plus récemment par ce qui reste des Beatles. Voilà. Mais c'est intéressant. Et voilà, il nous parle un petit peu de la manière dont il fait des albums avec ses logiciels, etc., etc. Donc, cool. On va moi j'adore ces petites interviews un petit peu décalées. Puis c'est ton côté très people, toi. De toute façon, tu préfères. Il aime bien interviewer les stars de la chanson plutôt que les stars de la tech. Non, parce que tu sais, on parle. Moi, je reçois. Mais t'avais reçu Jean-Michel Jarre aussi. Non, mais pour être sérieux, je reçois des médecins, je reçois des agriculteurs dans Tech & Co, je reçois des développeurs, je reçois des avocats. Pourquoi je recevrais pas des chanteurs qui sont impactés par les nouvelles techno? Évidemment. En fait, c'est hyper intéressant. Ouais, franchement, et quand ils sont sensibilisés par la tech, bingo, quoi. C'était le cas de Jean-Louis Aubert. Bon, écoute, c'est super, ça nous fait une transition toute trouvée pour parler de ce fameux ChatGPT, parce qu'on est en plein dans tout ce que l'IA aujourd'hui apporte à tout un chacun. On n'est plus obligé d'être un chercheur dans une université, on peut être un rocker, on peut être un journaliste, on peut être quelqu'un tout seul chez soi, un prof, etc. Et tu sais que Jean-Louis Aubert a testé ChatGPT il avait commencé pour écrire des chansons. Ah ouais. Ouais. Il avait commencé à écrire une chanson, il a demandé à ChatGPT d'écrire la suite. Ouais. Lui, il a été bluffé, mais tous ses potes lui ont dit oui, mais c'est pas terrible, etc. Mais lui, il disait, attendez, franchement, ça fait la blague. C'est ce que j'aurais fait. C'est dingue. Ah non, mais c'est hallucinant. Mais ce ChatGPT qui fête donc ses 2 ans, Bruno, on en a parlé, toi et moi, ensemble dans l'hebdo, dans nos podcasts respectifs hebdomadaires. Mais si on doit prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, au bout de 2 ans, qu'est-ce que tu retiens, toi, de tout ça Est-ce que, d'abord, ça a changé quelque chose pour toi dans ta pratique? Bien que tu ne sois pas un rocker connu, Bruno, enfin, je ne crois pas. Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Pour l'aspect musical, ça sera lors d'un prochain anniversaire qu'on peut parler de l'outil que j'utilise, qui s'appelle Suno, avec lequel j'ai énormément de succès en ligne, mais bon, ça, c'est une autre partie de ma vie. Non, moi, je trouve que ça a changé énormément de choses dans ma vie parce que je produis beaucoup plus avec l'utilisation de ChatGPT et autres outils périphériques là, qui se nourrissent de la même capacité de calcul. Moi, ça m'a permis de décupler le travail que je fais, d'enlever des tâches qui étaient redondantes ou des tâches que j'aimais pas faire. Et sinon, ça a vraiment changé ma vie. Et d'ailleurs, j'ai ma conjointe qui me faisait remarquer que je n'ai jamais autant produit depuis 2 ans. Et puis elle a tout à fait raison. Il paraît que tu es un gros producteur maintenant. Je suis un très gros producteur, ouais.
Avec les cigares et tout. Ouais. Mais alors, plus sérieusement, on a eu l'occasion de longuement discuter avec Bruno dans un bus du côté de Nashville. Le retour de Nashville. Non, mais vas-y. on vous a pas raconté ce truc-là. Mais non, le mois dernier, tu nous parlais déjà de Nashville, mais je comprends que ça vous ait marqué, ça t'a marqué, visiblement, cette espèce de voyage, ce voyage de noces, là. C'est un voyage initiatique. Voyage initiatique. Non, mais alors vas-y, dans le bus. On était assis, on était dans le bus, on allait dans un centre de distribution qui était à Pétaouchnok-les-Bains, comme à chaque fois, tu sais. Et donc, on se retrouve dans un bus et on était ensemble avec Bruno et il me racontait son quotidien avec son travail, avec l'IA, etc. Et franchement, j'étais bouche bée, quoi. Ouais. Il a une maîtrise. C'est pas parce que tu es là, hein, Bruno, mais véritablement, c'est un exemple dans l'utilisation intelligente, journalistique et humaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que il arrive à mixer les deux. Il est le maître de son contenu, mais il se fait aider par l'IA. Mais il est toujours maître de son contenu. C'est toujours le contenu de Bruno. Et ça lui permet d'en faire plus. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Il m'expliquait tout ça dans le bus. Ouais. Mais je pense que... On sortira un livre sur ce voyage-là à un moment donné. Oui. Bah, tu sais, je pense qu'on pourrait même faire une chanson. Oh oui. Avec Suno. Peut-être à la prochaine édition, ça. Tu m'inspires quelque chose. Ouais. Ça pourrait être bien. Mais c'est vrai que je pense que de nous trois, parce que c'est un bon outil pour nous, hein, pour les métiers qu'on fait, mais de nous trois, Bruno, c'est toi qui as la plus grande maîtrise et l'utilisation la plus intensive. Moi, je l'utilise aussi, mais je suis souvent au stade de la déception. C'est-à-dire que je lui demande, par exemple, de réécrire sous forme journalistique des interviews pour qu'elles soient... voilà, j'ai 20 minutes d'interview et je lui colle toute la transcription de l'interview et je lui dis réécris-moi une interview propre en 3 questions, 3 réponses, ce qui est un travail journalistique pur. Alors ça marche pas trop mal. Mais par contre, pour faire des descriptions d'épisodes de podcast, par exemple, je trouve qu'il est complètement ringard. C'est des formules. Hier, je lui ai balancé un podcast. C'était un billet que j'avais fait sur... Je parlais de Nvidia. Il me dit oui, alors dans cet épisode, la conférence porte sur la révolution de l'intelligence artificielle. C'était pas tip top. Donc il y a encore plein de choses à faire pour apprendre à le maîtriser, mais c'est malgré tout, et encore là, on ne parle que de nos petites boutiques à nous. Oui. Mais ce qui est fantastique, c'est dans tous les domaines qui sont impactés aujourd'hui par cette révolution, quoi. Hein. Tu sais, moi, là, j'ai passé les 2 dernières années à me promener à travers le Québec puis un peu à l'extérieur pour parler justement de comment les gens pourraient utiliser l'intelligence artificielle. Et chaque fois, puis dans différents domaines, là, c'est autant dans des fois c'est la médecine, c'est l'immobilier, le monde agricole, le monde de l'enseignement, en tout cas différents secteurs. Et chaque fois, les gens sont surpris parce qu'au bout de la présentation, il y a des questions qui viennent, puis je rencontre les gens après, puis ils disent « Mais j'avais jamais pensé que, oui, moi aussi, je pourrais l'utiliser. » Et c'est ça qui est intéressant. Puis dans l'édition de mon carnet, cette semaine, je parle justement avec un chercheur qui travaille là-dessus, qui a travaillé avec les Hinton et les Bengio. C'était ses profs, puis maintenant, c'est ses collègues. Et c'est ça qu'il me disait, c'est de voir comment aujourd'hui, tout le monde peut y trouver son compte là-dedans. Et c'est ça qui a changé l'équation, parce que le 29 novembre 2022, alors que c'était pas encore lancé, il y avait encore des gens qui, partout sur la planète, étaient en train de travailler sur quelque chose qui ressemblait à ça, puis qui allait sortir dans 5, 10 ans. Et du jour au lendemain, il y a ces gens-là qui arrivent, qui déposent ça, qui disent « Écoutez, on met ça là, vous faites ce que vous voulez avec, c'est gratuit, et puis on s'en parle. » Mais ça a changé l'équation, là. Et ça a changé la vie et même économiquement. Il y a des modèles maintenant, il y a tout un écosystème qui est basé sur l'outil de ChatGPT, ce que OpenAI a développé. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est toujours de voir, moi, j'ai les avis techniques quand ChatGPT tombe en panne. Et de temps en temps, je vais faire des spot checks et dans la minute qui suit une panne d'OpenAI, tu vois c'est un jeu de domino, hein. Tout l'écosystème est comme au ralenti ou en panne. Et puis quand ça revient, tu reviens alors.
Ouais, parce que t'as raison, c'est ça, c'est que ChatGPT, c'est pas seulement la page de connexion ou même l'application avec la fenêtre de prompt, c'est l'API qui est utilisée par des tas d'entreprises dans le monde et ce qui donne une espèce d'entreprises maintenant. Voilà, et ce qui fait que ChatGPT devient un peu pervasif, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser sans le savoir. On l'utilise à travers d'autres outils sans savoir qu'on utilise véritablement ChatGPT. Et ça aussi, et c'est là où c'est peut-être pernicieux. Parce que pendant qu'on parle de toute la beauté du monde, pour reprendre les paroles de Diane Dufresne, c'est que parallèlement, je voulais faire un lien avec la chanson, là, pour François, parallèlement, c'est quand on commence à utiliser cet outil-là, mais de façon transparente et qu'on ne le sait pas, moi, j'ai un problème parce que, ultimement, c'est une question d'énergie et d'écologie. Et puis c'est drôle parce qu'il y a 30 ans, quand on a commencé chacun de notre côté à parler de la technologie, l'écologie était loin dans nos préoccupations. On parlait de tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, il y a tellement un lien direct avec chaque fois que tu crées une photo et tu fais un refresh parce que tu n'es pas content de la photo que tu as, ben, souviens-toi que c'est la charge d'un téléphone au complet que tu es en train de passer juste parce que tu n'aimes pas la façon que la personne a mis sa main sur la photo. Et c'est ça, là. On n'a jamais été aussi près de se poser des questions par rapport à l'acte qu'on fait et ses conséquences sur le monde, la planète. Ouais, on est dans l'abondance et cette abondance a un coût, un prix écologique, environnemental. Tu as raison. Mais même pour nous, enfin, je trouve que on parle évidemment du changement que ça a eu pour les 1000 secteurs, mais même pour nous, alors non pas comme outil, mais comme axes éditoriaux. C'est-à-dire que moi, je le vois dans Tech & Co, il n'y a pas un soir où je parle pas d'IA, en fait. Ah ouais, et ça nous apporte aussi, je pense, une responsabilité supplémentaire sur ce truc-là, parce que c'est pas la première fois qu'on commente une innovation technologique. Et parfois, on a commenté des innovations technologiques qui sont retombées comme des soufflets. Hein. On va pas vous refaire le sketch des lunettes 3D ou des masques VR et de métaverse et tout le reste. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Et là, on a l'impression que ça prend. Et c'est vrai que je trouve que même la ligne éditoriale de tout ce que on fait en tech est en train de changer grâce à l'IA. Ouais. On faisait pas la même chose il y a 2 ans. Non, tout à fait. Après, on est sur un secteur où on a quand même beaucoup de chance, où on l'a vu, puisqu'on est tous dans la même galère depuis plus de 20 ans, on fait ce métier, et c'est un secteur où il y a toujours eu des nouvelles histoires à raconter. Oui, mais là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que on a des itérations de la même histoire. Si tu vois, c'est ça qui est assez étonnant. Ça dure dans le temps, et on sent en plus que c'est pas prêt de s'arrêter. Non, c'est sûr, c'est sûr. Les amis, je vous propose maintenant de passer à un autre sujet qui est donc... Il va nous sortir sa surprise, hein, Bruno. Je vais vous sortir ma surprise. Là, je le vois, là. Un peu nerveux, je vois bidouiller. Alors, je ne vous dirai rien. Ouais, alors, je serais curieux de voir votre tête. Je vais faire entrer quelqu'un dans notre discussion. Hein, et je vais me faire entrer... Pardon, Bruno ? Est-ce qu'on ferme les yeux comme ça ? Non, tu fermes pas les yeux. Non, parce que alors j'ai dit à Bruno avant, c'est pas Sharon Stone, hein, donc c'est pas quelqu'un... En fait, je vais vous dire, vous ne connaissez pas, non pas là, mais les personnes que je vais faire intervenir tout de suite. Donc, je les invite immédiatement dans cette émission, et je dis bienvenue à Baptiste et à Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais c'est Baptiste et Pierre. Mais moi, je les connais. Ben oui, mais moi aussi. Voilà, bonjour à tous. Vous nous entendez, Baptiste et Pierre ? On vous entend très bien. Ouais, super. Alors, est-ce que, Bruno, François, est-ce que vous savez qui sont Baptiste et Pierre ? Mais moi, je sais. Ah, il sait tout, lui. Non, mais je sais parce que je suis allé chercher sur Internet à qui on avait affaire. Non pas que je savais qu'ils étaient là, mais suite à la saga sur Arte, voilà. avec Luc Julia, je me suis dit, mais c'est qui ces gars-là qui ont produit cette série ? Eh ben, je me suis dit la même chose. Donc, je vous présente Baptiste Giudicelli et Pierre Schneiderman, qui sont donc les 2 auteurs de cette super série, mini-série parce que c'est des petits épisodes très courts, d'une quinzaine de minutes, consacrés à la Silicon Valley, qui s'appelle Silicon fucking Valley, avec notre ami Luc Julia. Alors, je suis sûr que Bruno et François attendaient en réalité
que je fasse intervenir Luc Julia, parce qu'on connaît bien Luc Julia. Il est là. Non, mais Luc, je suis sûr qu'il nous écoute en plus, parce que je sais que Luc écoute nos podcasts, donc on le salue. Évidemment. Et on est ravis d'accueillir Pierre et Baptiste, parce que je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce documentaire qu'on a trouvé très sympa. Alors, juste pour vous présenter, alors vous êtes pas vraiment des geeks forcenés, hein, comme nous. Pas autant. Ouais. Voilà. Vous êtes alors Baptiste. Heureusement d'ailleurs. Baptiste JRI chez Combini, c'est ça? Alors, je suis plus chez Combini, mais effectivement, je suis JRI et maintenant je suis youtubeur, on va dire. Je fais des vidéos à mon compte, ouais. Ok. Et puis Pierre Schneiderman, donc également, tu es passé par Combini, mais aujourd'hui tu es aux Échos, c'est ça? C'est ça. Bon, alors parlez-nous un peu de cette série. Comment vous avez eu l'idée de faire déjà cette série sur la Silicon Valley? Parce que nous, la Silicon Valley, enfin, je veux dire, c'est notre mythologie personnelle. Ça nous fait vibrer. On a les poils qui se hérissent quand on parle des années 60-70 dans la Silicon Valley. Alors, on était quand même un petit peu geek parce que quand on était chez Combini avec Baptiste, on était journaliste tech quand même. Et donc, on s'occupait de Combini Techno, la section de Combini dédiée aux nouvelles technologies et au gaming. Ouais, vous êtes quand même pas des perdreaux de l'année, quoi, hein, en matière de tech. Donc, c'était un petit peu dans notre univers, mais peut-être un petit peu moins parce que les champs étaient plus vastes. Il y avait les jeux vidéo, les jeux de société, les sciences et tout ça. Et il se trouve qu'on a rencontré Luc Julia presque par hasard quand on est allé dans la Silicon Valley, tous les deux, pour faire la folle histoire de Photoshop. On était invités par Adobe et on a fait l'histoire de Photoshop avec un ingénieur vintage qui était au tout début de Photoshop. C'était très drôle et on avait très très peur de revenir les mains vides de la Silicon Valley avec une ou deux interviews et de se faire engueuler par la direction. Donc du jour au lendemain, on a envoyé un petit message désespéré sur LinkedIn à Luc Julia pour savoir s'il vous plaît Luc Julia, est-ce qu'on peut faire la folle histoire de Siri, ça nous rendrait trop service, on adorerait. Et donc, on a rencontré Luc Julia dans la Silicon Valley pour raconter l'histoire de Siri sur la terrasse d'un bar. Ouais, on l'a rencontré dans un bar. C'était assez incroyable. On a passé 2 heures avec lui à la terrasse d'un bar de la Silicon Valley et on a bu toutes ses paroles pendant 2 heures. C'était assez fou. Et il nous a donné sa fascination pour la vallée qu'on n'avait peut-être pas avant, je pense. Et génial. On est tombé sur le meilleur, un des meilleurs storytellers parmi toutes les personnes dans la tech ou le gaming qu'on avait interviewé. Et on s'était dit, alors on se l'est pas dit tout de suite après l'interview, on va faire un documentaire. Ça a mis, on l'a revu à Paris, on a refait une vidéo qui a très bien marché, les secrets de la Silicon Valley dans un bar à vin cette fois-ci. et je pense que l'idée elle a germé quelques mois après. Avec Baptiste, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas une vidéo d'une toute autre nature avec Julia, enfin beaucoup plus longue, qu'on essaierait de mettre pour un autre public et dans la Silicon Valley. Top. C'est une très bonne idée. Sincèrement, c'est une très bonne idée parce que ça marche. En plus, c'est des petits épisodes relativement rapides à consommer, quoi. Donc, c'est très dynamique, c'est très jump cut, hein, comme montage, etc. Ça va vite. Et puis Luc Julia, bon, ben voilà, il connaît. C'est un bon client, hein. Dans la Silicon Valley. Je veux dire, vous avez quand même le guide ultime, quoi. C'est cool. Et puis, on a l'impression d'être un petit peu avec lui, de découvrir même ses origines quand il retourne dans le premier bureau où il a construit Siri. Vous racontez ça, c'est cool. Enfin, il y a plein de choses. Il rencontre des vieux collègues de travail. C'est très sympa, quoi. Franchement, bravo. C'est une très, très bonne idée. Et il vous a ouvert plein de portes, alors. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, Luc, déjà, bon, il a quand même beaucoup de portes ouvertes, voire quasiment toutes les portes dans la Silicon Valley. Mais surtout, quand la porte est fermée, il n'hésite pas à rentrer quand même. Donc, c'est ça qui est aussi, c'est ce qui fait son caractère et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et puis, il garde toujours aussi cette liberté de parole qui est assez folle pour nous, quoi. C'est-à-dire que quand on va normalement faire des interviews dans la Silicon Valley, ça peut arriver qu'on se retrouve face à des discours très lisses, très réglés, et donc, du coup, Luc Julia, c'est tout l'inverse, quoi. Donc, il n'hésite pas à taper sur les uns sur les autres, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, et c'est ça qui fait son personnage intéressant. Oui, mais vous avez laissé le passage où il parle de Jean-Louis Gasset, donc ancien patron d'Apple, et il dit oui, il fume des trucs bizarres. Bah, on a coupé des trucs, on va pouvoir le dire là. Il y avait un passage bien pire. Alors c'est pas Arte qui nous a censuré, mais c'est nous on trouvait que ça ralentissait. Où Jean-Louis Gasset nous dit que face caméra, qui rêve de tester quelle drogue déjà? Du LSD? Du LSD, ouais. Il cherche quelqu'un pour essayer d'apprendre à utiliser du LSD. Donc, évidemment, on ne conseille à personne de le faire. C'est surtout Après, pas c'est l'idée. La Californie, hein. Mais voilà, c'est un peu l'esprit de certaines personnes dans la vallée aussi. Donc, c'était. Donc, il nous parle vraiment. Cela dit, on va loin aussi quand Luc Julia raconte qu'il a vu une partie d'Anatomie intime de Steve Jobs. C'est violent, quand même.
on le garde vraiment. C'est une sorte de petite. Ça, c'est génial. Oui, il faut pas spoiler. Il faut pas spoiler. Non, mais vous avez vu, j'ai pas tout dit. C'est vrai. C'était très subtil. J'ai été light, si vous voulez. Donc, c'est cool. Bruno, est-ce que tu peux le voir, toi, du Canada, ce documentaire? On peut, mais en utilisant un VPN. Mais évidemment, moi, ce que j'espère, c'est que Baptiste et Pierre vont trouver un diffuseur qui va pouvoir le proposer. Et alors, parce qu'il est sur YouTube officiellement. Il est accessible sur YouTube en entier. Ah, il est sur YouTube. Ouais. Et il cartonne sur YouTube. Voilà. Il y a presque 1 million de vues là en cumulé. On est content. Ah, c'est chouette. Bravo. Ouais, c'est un carton. Hein. Ouais, c'est chouette. Mais et comment vous expliquez que ce soit un carton? Parce que finalement, alors c'est ce que je disais, nous, ça nous fascine parce que c'est notre mythologie, mais c'est presque un truc de vieux aujourd'hui, la Silicon Valley, Doug Engelbart, le Xerox Alto, l'invention de la souris, tout ça, machin. Alors, ouais, c'est sûr, ça d'ailleurs, on a consacré quasiment un épisode entier à uniquement raconter vraiment ce qu'a fait que la Silicon Valley était géniale et elle était exceptionnelle et ce qui vous a fait rêver, vous, j'imagine aussi. Et nous, on l'a découvert aussi en se renseignant sur le documentaire. Mais c'est aussi tout ce qui se passe actuellement. L'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose dont tout le monde parle actuellement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Et les gens sont quand même assez concernés. Et puis, les gens quand même... Steve Jobs a quand même vraiment démocratisé le fait que la Silicon Valley, dans l'esprit des gens, ça soit un lieu quand même important. Donc, je pense quand même que ça fascine quand même pas mal les gens, quoi. En fait, dès en amont, on voulait... Pierre Schneiderman, ouais. C'est l'équilibre qu'on essayait toujours de trouver sur Combini. C'est intéresser les spécialistes et les non-spécialistes. Et j'ai l'impression que on s'est dit on va faire un truc suffisamment large pour que ça intéresse les non-geeks. Donc, ma mère, qui est pas du tout geek, m'a dit que ça l'avait beaucoup intéressé alors qu'elle s'en fout normalement des nouvelles technologies. Et on essaye de mettre des petites pointes de trucs un peu plus spécialisés comme le Xerox ou la Mother of Oldymos pour intéresser les gens qui connaissent déjà bien et qui s'y retrouvent aussi un peu. Non, mais c'est le Milan, j'ai bien réussi. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Quel regard vous portez sur cette partie-là de la planète qui effectivement reste vraiment le cœur du réacteur du numérique à l'échelle mondiale? Je pense moi personnellement, on est assez divisé. Il y a une partie de nous qui est vraiment fascinée par toute l'histoire et tout ce qui s'est passé là-bas et tout ce qui continue à se développer et les innovations qui se font. Et en même temps, il y a un côté aussi un peu plus terre à terre et qui fait un peu peur vis-à-vis de l'écologie et vis-à-vis aussi de l'intelligence artificielle. Bon, alors après, ça c'est aussi un regard un peu plus extérieur, mais ouais, on l'a quand même ressenti, quoi. Luc nous en parle très bien dans le documentaire, et ça c'est des choses qui nous d'ailleurs on le sent dans la construction des épisodes. On est très excité au début, on est assez fasciné par tout ce qui se passe et plus on continue, plus aussi on va essayer de comment on dit de détricoter. Ouais, de détricoter et puis un petit peu d'abîmer aussi cette image parfaite, quoi, parce qu'elle a quand même des défauts, la Silicon Valley, quoi. Ouais, moi c'est pareil que Baptiste. Je pense le bon mot c'est tirailler. À chaque fois quand on sortait d'une interview avec des winners, on se disait c'est génial, la Silicon Valley, ils ont réussi. Et quand on sort avec une interview avec des gens moins winners comme les deux employés de la cafétéria ou les agents immobiliers qui gagnent beaucoup moins d'argent et que c'est beaucoup plus dur, là on se dit c'est pas un endroit intéressant. Ou même avec Meredith Whittaker, la présidente de Signal, qui nous fait une douche froide sur la Silicon Valley, on ressort, on se dit c'est un peu nul. C'est un tiraillement permanent et on essaie de refaire sentir dans la série aussi le tiraillement, quoi. Mais c'est ça que je trouve sympa dans votre série, parce que oui, vous soulignez aussi les mauvais côtés, entre guillemets. Oui, cette ultra richesse, elle a rendu la vie très difficile pour ceux qui ne peuvent pas avoir leur partie du gâteau. Mais vous n'êtes pas dans le bashing et vous n'avez pas le parti pris dès le départ de casser le rêve. Et ça, c'est assez plaisant, quoi, je trouve. Ouais, c'est aussi ce qu'on s'est dit, que les documentaires qui sortent sur la Silicon Valley, ils sont souvent très critiques. Ouais. Tout de suite, ça rentre dans l'art des GAFAM et tout ça. Et comme nous, on part quand même à la base aussi d'une fascination, on pouvait pas arriver en la dégommant. On essaye d'être un petit peu plus... c'est plus mesuré. C'est plus mesuré. Et certaines personnes nous le reprochent et on assume, et on l'explique. Non, c'est de la nuance. C'est ça qui est plutôt sympa. Tu trouves pas, François? Qu'est-ce que tu en as pensé aussi, toi? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, et c'est vrai qu'en plus pour nous, ça a un sens un peu particulier, étant donné que, voilà, comme tu le disais en introduction, Jérôme, c'est vraiment un peu notre mec
entre guillemets. À chaque fois qu'on y va, on y est allé quelques fois. Quand on passe devant le logo de Meta ou on va dire le campus de Google, il y a quelque chose. On se dit que c'est là que tout a commencé, quoi. C'est là que tout a, que l'effervescence est née, que l'étincelle est arrivée. Donc non, franchement, c'est très bien et ça me fait vraiment plaisir de voir Luc. Voilà, comme guide. On a la chance quand même, mine de rien, d'avoir une personnalité française qui est hyper bien implantée dans ce milieu-là, et on a beaucoup de chance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Tech & Co tous les soirs, je me rends compte qu'il y en a plein d'autres. Il y a plein de Français, personnalités en fait, comme lui. Mais bien sûr. Et depuis 10, 20, 30 ans. C'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, bravo. Ouais, on a essayé de rencontrer aussi. Merci beaucoup, François. Et on a essayé de rencontrer quelques autres Français de la Silicon Valley, parce qu'il y en a des milliers, en fait. Ils sont très forts, notamment en IA, les Français. Ouais. Mais Baptiste et Pierre, moi, ma question, c'était de savoir, ça c'est fait. Et vous avez une belle réussite accrochée à cette série-là. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que vous retournez approfondir certains angles? Vous allez nous présenter d'autres personnes qui vont nous parler de d'autres choses? Ou est-ce que vous allez partir sur une autre destination qui est liée à la tech ou autre chose? Pour l'instant, on n'a pas encore décidé exactement ce qu'on faisait. On a des idées il y a aussi d'autres profils qu'on a rencontrés dans la vallée dont on n'a pas abordé. Il y a aussi des interviews qu'on a tournées, qu'on n'a pas diffusées. Il y a eu des choix au montage qui ont été très forts et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. Mais oui, ça pourrait être possible de retourner dans la vallée. Il y en a aussi d'autres projets à côté qui sont différents, plus ou moins dans la tech. Donc on sait pas encore. Pour l'instant, c'est pas encore. Mais vous avez assez de matière pour faire une saison 2 ou pas? Non, alors avec les rushs, non, pas du tout. Par contre, on se demande. Là, on s'est dit qu'on avait fait un angle très très large pour ce documentaire. En fait, on pensait que c'était facile à raconter l'histoire de la vallée. On s'en est rendu compte en tournant et en revenant avec les rushs. On a pris un truc mais très large, vraiment. C'est pour ça aussi que le montage est très très rapide aussi. C'est parce que finalement, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, quand même. Beaucoup de choses à dire. On se dit que si on n'a pas d'idée de saison 2, mais on se dit si on ne sait pas trop encore si on y retourne, parce que nous, ça nous a plu. Quel type d'histoire on choisit? Parce qu'on a déjà pas mal balisé l'histoire généraliste de la Silicon Valley. On a pas mal balisé une partie des enjeux contemporains. Est-ce que si on y retourne, il faudrait pas se concentrer sur une histoire très précise qui a eu lieu et que les gens ne connaissent pas? Ce serait peut-être ça. Et je trouve dans les persos qu'on a rencontrés, celui qui nous a le plus fait, un de ceux qui nous a le plus fait marrer, avec qui on aimerait bien reprendre contact, c'est Curious Mark, le youtubeur français qui a revendu sa boîte à Intel, qui est vraiment un geek vénère qui nous a fait beaucoup rire, lui. Et moi, j'ai une dernière question un peu plus boutique et geek et tech. C'est comment vous avez travaillé? Vous pouvez nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel? Comment vous filmez au niveau de la prise de son, tout ça? Vous faites ça comment? Alors, la chose qui est assez intéressante, c'est qu'on est resté que 12 jours dans la vallée pour tourner le documentaire. Alors, ça paraît à la fois long, mais en fait, c'est très court. C'est très très court, c'est-à-dire que pour tourner les 6 épisodes, on atterrissait dans la Silicon Valley. 3 heures plus tard, on était déjà en train de tourner. C'était avec le décalage horaire, donc c'était très sportif. On avait que quelqu'un en plus. On était que tous les deux avec quelqu'un en plus qui s'appelle Karim, qui était notre chauffeur, cadreur. Enfin, il était tellement fort, Karim. Il nous a aidé sur énormément de choses. Et le setup, c'était très simple. On avait des séquences. Ça dépendait. Il y avait des séquences qui sont en mouvement. C'est-à-dire, par exemple, quand on se balade avec Luc Julia dans Stanford, là, c'est des séquences un peu plus caméra cachée. Donc là, par exemple, c'était que Luc et moi. Parce que moi j'avais une petite caméra, il fallait qu'on fasse un peu les touristes pour éviter, parce que on n'avait pas forcément l'autorisation. Vous pouviez pas sortir la caméra. En fait. Ouais, Stanford, on dit pas non plus que du bien sur Stanford. On dit évidemment la grandeur de l'université, mais on dit aussi quelques petits pics. Et on sait que les Américains sont très contrôle fric sur leur image. Ça, c'est important pour eux. Donc, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. On n'avait pas les autorisations. Donc, à plein de moments dans la série, on a des petites caméras cachées. On a ce qu'on appelle un setup plus petit, où j'avais juste une petite caméra de vlog pour faire vraiment le touriste et filmer Luc dans des moments comme ça. Alors, évidemment, on lui laissait un micro et tout ça. Et après, sinon, il y a les grandes interviews aussi, où à ce moment-là, on était 2 caméras. Et la personne qui parle. Et là, par contre, ça, c'est là où notre expérience de Combini a aussi un peu plus parlé, on va dire, c'est qu'on avait l'habitude de faire des interviews assez longues, d'1 heure, voire 2 heures, qu'on diminue vraiment vite en 5-6 minutes au final, dans la vidéo finale. Donc, c'est aussi ça qui fait que on a l'impression que c'est très dense quand on regarde les épisodes. C'est parce qu'on a vraiment fait énormément de dérush, de sélection par rapport à tout ce qu'on a tourné, quoi.
Et on a posé 2 GoPro sur la voiture en permanence aussi, pour qu'on puisse voir. On voulait vraiment un aspect road trip. On s'est dit que c'était marrant de faire un road trip dans la Silicon Valley. C'est la région à laquelle on s'attend pas à ce qu'il y ait un road trip. Encore plus dans la voiture de Luc Julia. Encore plus dans une Tesla, la voiture de Luc Julia. Donc 2 petites GoPro collées sur le toit, ventouse, et à un moment il y en a une même qui est tombée par terre. Bon, en tout cas, c'est vraiment à voir. Donc c'est Silicon fucking Valley. Moi, je l'ai regardé sur l'appli Arte sur ma télé, mais effectivement, c'est aussi sur YouTube. Voilà. Ouais, sur YouTube, du coup, accessible dans le monde entier, même pour Bruno. Ah ben voilà. Eh ben super. Et merci d'être passé, hein, Pierre Schneiderman. Merci de l'invitation. Et Baptiste Giudicelli. À bientôt. Et puis on va envoyer un message tout de suite à Luc pour lui dire d'écouter ça. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Ciao. Les amis, vous avez encore un petit peu de temps. Oui, vous me devez encore 15 minutes. On avait signé pour quelque chose. Ouais, vous avez signé. Non, mais ça vous a plu ma surprise? Ah ben oui. Ouais, c'était très cool. C'est rigolo. Ouais, très cool. Mais c'est vrai que cette histoire la Silicon Valley, c'est mythique, quoi. Ils ont ressorti la fameuse mère de toutes les démos de Doug Engelbart qui présentait la souris, le copier-coller, Internet et tout. C'est complètement dingue. Bon, ça, c'était le passé. Revenons au présent. Et le présent, moi j'avais noté sur ma petite liste, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc dont on a beaucoup parlé quand même ce mois-ci, c'est le réseau Blue Sky. Alors c'est pas la première fois qu'on en parle, parce que Blue Sky c'est un peu est-ce que ça va devenir le nouveau X? Est-ce que c'est vraiment un truc qui compte? Puisque c'est vrai qu'ils ont passé la barre des 20 millions d'utilisateurs. À l'heure où on se parle, c'est même 23 ou 24 millions. Et on surveille ça de très près, puisque apparemment Blue Sky bénéficie d'un effet un peu d'écœurement à l'égard de X. Il y a un mélange, ça s'est accéléré, si j'ai bien compris, depuis l'élection de Donald Trump. Bon, des gens qui sont pas pro-Trump ni pro Elon Musk, et en plus un peu la lassitude de X, oui, il y a il y aurait tellement de choses à dire sur ce qui se passe sur X. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y êtes? Bruno, je sais que toi, tu es assez actif sur Blue Sky. Mais est-ce que vous pensez que c'est parti cette fois pour Blue Sky, ou c'est encore que pour l'instant très, très embryonnaire? François? Écoute, moi, franchement, Blue Sky, je me suis inscrit au début, mais j'y vais pas. Voilà, j'y vais pas parce que j'ai mes habitudes sur X, et c'est compliqué quand on a ses aises dans un écosystème d'y partir. Donc voilà, je peux pas trop juger. Je pense que avec plus de 20 millions d'abonnés, ça doit commencer à bouger un peu. Il faudrait que j'y retourne. Ce qui est intéressant, et c'est un peu le contre-coup de tout ça, c'est que c'est Threads aussi. Je sais pas si vous avez vu, qui bénéficie maintenant d'une espèce de dynamique globale de gens qui partent sur X et qui vont sur Blue Sky, mais aussi sur Threads. Ouais, voilà. C'est vrai. En tout cas, c'est ce que Meta a déclaré. Moi, je me méfie quand même un peu des chiffres de Meta, parce que en fait, Threads est tellement imbriqué dans Instagram, tu te dis, tu sais ils sont pas en train un peu de tricher, tu vois. Des fois, tu es sur Thread, tu sais même pas que tu es sur Thread, en fait. Donc, je me méfie un peu de ça. Mais, c'est bien qu'il y ait des solutions alternatives. Mais moi, je reste fidèle à X, parce que j'ai mes habitudes et parce que, quoi qu'on dise, X, on déteste et on adore en même temps. Il faut pas se voiler la face. Et moi, franchement, je déteste et j'adore en même temps. Donc, voilà. Et toi, Bruno? Ouais, il y a aussi le fait que depuis le temps, sur X, on a quand même créé un écosystème. Moi, je regarde, dans le plus fort, j'avais peut-être comme 85 000 abonnés. Donc, ça compte, c'est des gens qui sont là. Mais tu vois, depuis 2 semaines, il y a 1000 abonnés qui sont disparus, qui ont carrément fermé leur compte. Je reçois des logs. Donc, je suis rendu à 83 et 600, quelque chose comme ça. 83 600. Et donc, je vois qu'il y a des gens qui sont partis. Puis, à l'inverse, j'ai toujours, depuis les débuts, j'étais présent sur Blue Sky. Mais là, évidemment, je sens un dynamisme. Puis, j'ai commencé à publier vraiment sur les 2 plateformes en même temps.
Et ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que l'engagement sur Blue Sky est beaucoup plus là. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui sont arrivés sur Blue Sky en disant « Ah ben, je suis content de savoir que vous êtes ici parce que j'aimais ce que vous faisiez, mais j'avais délaissé X et j'étais plus en contact avec ce que vous faisiez. » Et là, ben, ces gens-là restent. Mais la question, et c'est ça qui va faire que Blue Sky va tenir dans le temps ou pas, c'est parce que les journalistes sont là, les médias sont là, mais est-ce que les politiques vont y être? Oui, tout à fait. C'est ça qui va faire la différence. Ouais. Alors, il y a un petit peu la presse maintenant. Il commence à y avoir des médias. Ben, plus qu'un petit peu. Les grands médias français, ils sont. Du Canada aussi, des États-Unis, de l'Angleterre, je les vois aussi. Donc, la presse, elle est présente. Mais c'est les politiques. Ouais, si les politiques embarquent, je pense que Blue Sky est parti pour un bon moment. Si les politiques boudent, tout simplement parce qu'ils savent pas, ou peut-être que comme François, ils ont leur habitude, ben Blue Sky va être là, mais ça va vivoter là. Puis François, tu avais raison de mentionner, hein, quand même Threads, au même moment où tous les médias du monde manquaient d'air parce que Blue Sky avait reçu 1 million de personnes, ben il y avait 15 millions de personnes qui étaient débarquées sur Threads. Mais évidemment, il y a une fascination, c'est Blue Sky, les gens ont l'impression que c'était nouveau. Et puis, mais parallèlement, parce que Meta, c'est Meta et que c'est une grosse machine, ben il y a quand même beaucoup de monde qui sont là, mais c'est moins vivant. Moi, pour publier sur les on s'ennuie un peu, quand même, faut le dire. On s'emmerde un peu sur Blue Sky. Ben ça bouge moins. Quand je compare, moi, parce que les grandes publications de la journée, je les mets, et c'est sur Blue Sky où ça bouge le plus. Et puis, si je veux foutre le bordel, bien évidemment, je vais mettre quelque chose sur X. Tu vas foutre le bordel, toi? Non. Oui. C'est pas ton genre. Oui. Non, mais moi, j'aime bien à l'occasion. Allumer le feu. Ouais. Comme disait le grand Hollywood. Bruno le troll. Mais ce que je fais, c'est que si je publie un texte sur Elon Musk, bonne ou mauvaise nouvelle, ça va mettre en rogne tout le monde. Ouais. Donc, je vais le mettre sur X. Si je parle du lien, toujours dans le domaine de la technologie, entre Elon Musk et Trump, ça va encore foutre le bordel. Mais bon, là, je recrée artificiellement de l'engagement. Et puis à la fin du mois, ben, j'ai un chèque d'Elon Musk. Bah, bien sûr, ben tout le monde le sait. Non, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il manque quand même encore des fonctions techniques sur Blue Sky. C'est un peu ça qui me dérange. Il y a plein de trucs. Alors, il y a un système des listes qui n'existe pas. Tu peux pas corriger des posts après les avoir envoyés. Il y a parfois des lenteurs. Et mine de rien, la tech, c'est la tech. Et il y a des faiblesses technologiques sur Blue Sky. Après, imagine, c'est pas du tout la même. Les mêmes moyens. Oui, exactement. Et puis, tu te retrouves avec une interface qui est Blue Sky qui est jolie, plus récent. Mais bon. Oui, mais c'est plus récent que X, si tu veux. Même si ça se veut être le copier-coller, je pense qu'il n'y a pas autant de moyens pour mettre à jour l'appli. Non, exactement. Bon, bah, on verra, on va voir ce que ça. Il y a quand même 80% de la force ouvrière de Twitter qui a été foutue dehors, mais qui faisait quand même que la X, à l'époque, Twitter était beaucoup plus dynamique et avait beaucoup plus de nouveautés et de fonctionnalités, alors que du côté des gens de Blue Sky, ben, on parle de quelques personnes. Non? Oui, mais enfin. Tu disais qu'il manquait des politiques sur Blue Sky. Il manque aussi, je pense, à mon avis, quelque chose, c'est des annonceurs publicitaires. C'est-à-dire que le jour où Blue Sky arrivera à attirer des annonceurs, alors ils en ont peut-être un peu, hein, ça fait un moment que j'y suis pas allé, je pense qu'il doit avoir quand même un petit business, mais ce qui fera la différence aussi, c'est que les annonceurs viennent en masse. Parce que sans pub, Blue Sky est condamné à disparaître, hein, c'est clair. Ah, tout à fait. Mais là, pour le moment de la pub, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Avant de se quitter, je sais que François, tu voulais pousser un petit coup de gueule. T'as des problèmes avec la 5G, apparemment. C'est quoi cette histoire? Non, mais... Vas-y, vite ton sac. Entre Bruno le troll et François le hater, c'est bon. C'est comme si on était sur X. T'es tellement en 2024 avec ton émission, toi. Je voulais vous raconter mon quotidien de journaliste connecté, en fait. Et il se trouve que depuis quelques mois ou quelques années, j'ai pris en fait un abonnement avec une fonction de 5G, tu vois, avec l'option 5G. Et au début, je me suis dit, waouh, tout le monde me parle de la 5G, j'ai que des speakers dans Tech & Co, dans De quoi je me mêle, qui me disent la 5G c'est génial, etc. Bon, je vais pas passer pour un con, il faut que je teste. Et ben là, je me rends compte que la 5G c'est du bullshit, les amis.
La 5G sur un mobile, attention. Ouais. Donc, j'explique, je remets dans le contexte. Mais sur un téléphone, genre un iPhone, tu vois, mon iPhone 16 Pro Max, qui est là. La 5G ne me fait pas gagner en débit de manière significative. C'est-à-dire que sur ton smartphone, que tu aies 100 mégas en 4G ou 1 giga en 5G, ça change rien, parce que tu as un écran qui est ce qu'il est. Quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou sur Netflix, ça te sert à rien d'avoir 100 mégabits. 10 mégas suffisent amplement pour un usage confortable des données sur smartphone. Ok. Donc déjà, on te dit la 5G c'est génial sur votre portable. Non, monsieur, c'est pas génial, ça sert à rien. Deux, ça me bouffe la batterie de mon téléphone, les amis. Mais c'est terrible. Comment dire Je dis rien là, mais j'en pense pas moins. Vas-y. Non. En activant la 5G, je perds à peu près, je dirais, 3-4 heures d'autonomie par jour. Pour rien, en fait. Pour rien. Parce que j'ai la 5G qui est allumée et que je pense que les téléphones ne sont pas... Alors, c'est peut-être pas le cas sous Android. C'est pour ça que je me focalise sur l'iPhone. Mais que l'iPhone n'est pas optimisé pour fonctionner en 5G. Ça marche. Mais ça me bouffe la batterie à une vitesse folle. Je ne sais pas si c'est parce que il doit chercher les émetteurs plus souvent ou si c'est une technologie qui est plus énergivore. Et donc, mon coup de gueule, c'est que aujourd'hui, même encore en fin 2024, une bonne 4G est 1000 fois mieux qu'une 5G normale. Voilà. Et je voulais aussi tordre un petit peu le cou à toutes ces discours marketing des opérateurs mobiles qui nous disaient oui, la 5G ça va vous changer la vie, vous allez voir, il va avoir un avant et après la 5G. Et pour moi, à mon humble avis sur mon iPhone, c'est une erreur. Voilà. Et donc ce que je veux vous dire aussi à vous qui nous écoutez, ne cédez pas aux sirènes de la 5G aujourd'hui, ça sert à rien, sauf si vous faites beaucoup de partage de co. Alors là, peut-être ça a du sens. Si par exemple, vous servez beaucoup de votre téléphone comme de modem 4G, alors ça sera mieux en 5G, mais attention, hein, il faut toujours avoir un petit chargeur à côté de vous parce que vous irez pas bien loin. Ouais, bon, alors donc c'est le coup de gueule de François sur la 5G. Bruno, je vais te demander ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a un commanditaire pour ce moment-là Non, il n'y a pas de commanditaire. Non, mais enfin, je suis un peu surpris quand même, François, parce que déjà, je trouve que c'est assez difficile de juger tout ça parce que il faudrait vraiment faire des tests très précis. Alors, tu parles de l'autonomie. Moi, j'ai pas constaté ça. Moi, j'ai pas de problème majeur d'autonomie. Tu dis que ça t'a rien apporté. Moi, au contraire, j'ai constaté que ça m'apportait des choses dans certaines zones où la 4G ou même parfois, tu vois simplement 3G. Mais 3G à Paris, tu ne peux plus rien faire. 3G, ça veut dire que t'as pas de connexion. En fait, c'est comme du Edge. Tu peux rien faire. Si t'as même pas un SMS ou enfin un WhatsApp qui passe. 4G, c'est pas toujours terrible. Parfois, tu es en 4G, tu as du réseau. Mais en quel opérateur ? On va pas parler. Justement, je voulais éviter de poser la question. C'est pour ça. Et moi, ça se passe pas trop mal. Non, mais on n'est pas au même opérateur, en fait. Chez le même opérateur, je crois que c'est là où ça change tout, en fait. Écoute, on va le dire. Moi, je suis chez Orange. Moi aussi. Alors c'est d'autant plus intéressant. On a le même opérateur, on n'a pas le même ressenti. C'est pas mal. Écoute, je sais, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que c'est ce que j'ai ressenti. Ça fait 1 an à peu près que je teste ça, donc c'est vraiment un ressenti. Mais moi aussi, moi j'ai la 5G depuis son lancement, depuis le premier jour. Non, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on n'a pas le même point de vue. Est-ce que c'est parce que toi, tu es dans une zone où il y a une meilleure couverture 5G, mais peut-être, finalement, ton téléphone ne consomme moins d'énergie. C'est très empirique, cette manière de... En fait, c'est un ressenti qui est assez empirique, qui est pas... mais tu sais très bien, Jérôme, que je bouge beaucoup. Je suis souvent en voyage, je suis souvent en déplacement, j'arrête pas de bouger. Mais en Corse, par exemple, peut-être que le réseau est pas bon quand tu vas en Corse. Il est excellent. Il est excellent. Ok. Vraiment. J'ai de la 5G, j'ai plus d'1 gigabit en 5G. Alors de quoi tu te plains ? Ajaccio. Mais parce que ça ne me sert à rien sur un téléphone. Ah, mais ça, c'est un autre problème. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le bullshit marketing des opérateurs quand ils te vendent des forfaits à 100 gigas, 200 gigas. Ça, franchement, c'est du pipeau. Parce que qui consomme 100 gigas ou 200 gigas dans le mois ? Enfin, non, mais à moins de faire du streaming pour tout l'immeuble, non. Donc, c'est un chiffre purement marketing. Mais sur le confort d'utilisation, j'ai pas du tout le même constat.
Non, mais voilà, mais c'est intéressant qu'on en parle. Et j'ai bien attendu avant d'en parler parce que je te dis, ça fait 1 an que je teste tout ça. Et là, tu vois, ça fait 1 mois que j'ai désactivé la 5G. Ouais. Mon téléphone respire. J'arrive en fin de journée sans être en train de courir pour trouver un chargeur. C'est quand même, ça a quand même un sens, tu vois. Mais après, tu as raison, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce que toi, tu recharges ton téléphone dans la journée? Moi, quand je pars et que je le recharge plus et que je m'en sers en partage de cours, je m'en sers pour plein de choses, tu vois. C'est... Excuse-moi, je t'interromps parce que je sais que Bruno a un timing à respecter. Non, mais voilà, c'est tout. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. Après, c'est très intéressant. Mais Bruno, t'as ce même problème, toi, au Canada, ou pas du tout? Beaucoup moins pire que celui de François, je m'en rends compte. Mais non, parce que moi, c'est la 5G qui est installée depuis qu'elle est disponible au Canada. Mais évidemment, dépendamment de comment, et c'est important de le dire, quand on bouge, si on est toujours dans un même milieu, à un moment donné, l'appareil a ses références, puis il va pas chercher à se connecter systématiquement. Mais du moment qu'on bouge, c'est sûr que l'appareil va travailler plus. Parce qu'il doit toujours se reconnecter sur différents réseaux. Ouais, c'est peut-être ça. C'est que tu bouges beaucoup, en fait. Ouais. Mais tout de même, moi je regarde et puis c'est intéressant, François, que tu mentionnes l'appareil que tu utilises parce que il y a peut-être aussi des soucis à avoir avec ce modèle-là. Non, mais je pense. C'est pour ça que j'ai bien précisé sur iPhone 16 Pro Max mais Jérôme a le même, donc c'est pour ça. Ouais. C'est là où nos avis divergent. Et puis on est tu vois, chez le même opérateur. C'est pour ça. Et on est à peu près dans la même zone géographique aussi. Mais pour vous dire, il y a des trucs bizarres. C'est que j'arrive à uploader plus rapidement mes vidéos quotidiennes que je fais sur les réseaux sociaux pour Tech & Co. Je les upload plus rapidement en 4G qu'en 5G. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pourtant, je suis pas à Pétaouchnock-les-Bains. Je suis dans le 15e. Il y a tous les médias tout autour de moi. Enfin, on est dans une zone qui est hyper connectée. Donc, c'est fou. Ouais, c'est bizarre. Enfin, et quand tu fais l'addition entre le fait que ça consomme moins d'énergie, la 4G, que j'arrive à avoir une connexion en upload qui est meilleure, alors, je suis d'accord, c'est peut-être parce que je suis dans une zone où la 4G est mieux couverte qu'en 5G, mais même d'une manière générale, mon ressenti est partagé. Mais on referme la parenthèse. Non, mais c'est toujours intéressant. Il y a des gens qui vont se retrouver dans tes propos. Hein. Ouais, peut-être. Bien sûr, exactement. Et d'autres qui vont se retrouver dans les propos de Jérôme aussi, sans doute. Et puis rappelons, François, que tu es un professionnel du speed test également, hein, puisque tu fais combien 150 speed tests par jour, c'est ça? Non, mais c'est vrai que j'ai un vrai problème avec les speed tests. Hein. Moi, j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, je fais un speed test. Ouais, exactement. Non, mais c'est dingue. Tu sais que c'est plus fort que les chiens font pipi partout. François fait des speed tests partout. J'arrive dans un endroit, il faut que je fasse un speed test. Voilà, exactement. Bon, les amis, écoutez, c'était vraiment super. J'étais content de vous avoir. Tiens, j'avais noté aussi des choses dont on aurait pu parler. Est-ce que vous savez qu'au mois de décembre, on va fêter des anniversaires super intéressants? Il va y avoir les 50 ans de l'Altair ou l'Altair. J'ai jamais su comment il fallait le prononcer. Vous savez ce que c'était, l'Altair? C'était les prémices de l'Internet. Non, c'était le tout premier micro-ordinateur vendu au grand public en kit. Alors là... Ah ouais, c'était un truc de fou. Tu pensais à l'ARPANET. Tu pensais à voilà, c'est ça. Ouais. Pardon, j'ai confondu avec ARPANET. C'était avec un processeur 8080. Et il y a eu un autre anniversaire, François. Celui-là, il va te parler. Au mois de décembre, ce sera les 20 ans du QTech S100. Oh tu t'en souviens? Putain. Bien sûr. Ça, et en plus, c'est une histoire commune à toi et moi, parce qu'on l'a vécu ensemble, cette arrivée c'était le premier, en fait, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'était un des premiers smartphones, non, c'était le premier Android. Non, malheureux. C'était un téléphone, un QTech qui tournait sous Windows Mobile à l'époque. Ah oui, t'as raison, bien sûr. Et c'était un OS qui était insupportable parce que c'était avec le stylet que tu manipulais ton truc là et t'avais le menu démarrer sur ton téléphone. Oui. Ah ouais, mais ça, c'est les mecs, ils avaient pas encore imaginé l'interface d'aujourd'hui et t'avais le même menu sur ton QTech que sur un Windows XP, tu vois. Ouais. Mais et ça, c'est un vrai Windows. Et François, ça, c'est génial quand même. Où on sortait de l'assistant personnel, genre Trio et compagnie, et puis là, on allait vers la téléphonie. Oui, en fait, on est passé du Palm Pilot à un Palm Pilot en couleur avec un OS costaud et de l'Edge.
Et moi, je me souviens, ça avait complètement changé ma vie. Tu recevais tes mails en mobilité, tu pouvais écouter des radios en streaming et tout, génial. Ah, le QTech. Et d'ailleurs, on pourra en parler pendant des heures. Exactement. Bon, on en reparlera le mois prochain. 20 ans pour le QTech. 20 ans. Ouais. Alors, il n'y a pas de date exacte, mais c'est décembre 2004. Et puis, d'ailleurs, on parlait pas de smartphone à l'époque, on parlait de PDA phone, c'est-à-dire le PDA. Le PDA. Personal Digital Assistant Phone. C'était 2 fonctions en une. Voilà. Et puis, ce sera aussi les 30 ans de la PlayStation en ce mois de décembre 2024. Donc, c'est vraiment un super mois de décembre avec plein d'actu tech. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup et chaleureusement d'avoir été là ce mois-ci encore. Je pense qu'on se retrouvera effectivement au CES de Las Vegas. On se donne rendez-vous pour le CES, pour un prochain grand débrief sur place. Ouais, et puis peut-être aussi en plateau dans Tech & Co avant, Jérôme. Je pense bien sûr. Je viens la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, formidable. Ouais, tout à fait. Et puis Bruno aussi, donc c'est cool. Et puis on se verra évidemment au CES. Voilà, merci les amis, passez un bon week-end, un bon mois de décembre, un joyeux Noël, dans cette circonstance aussi. Et une bonne année. Et une bonne année dans la foulée, voilà, et à vous qui nous écoutez également, bonne année, joyeux Noël, tout ça, machin. Portez-vous bien, merci d'être fidèles à ce podcast et à Monde Numérique d'une manière générale, et au carnet de Bruno, et à Tech & Co de François. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.